Donne-nous le feu vert, Buck. Hein. Il y a un gros blanc. Problème technique. Ouais, coucou tout le monde, hein, si vous nous entendez, parce qu'on ne sait pas. Oui, bonjour à tous, au cas où. Ah, tu as changé, Buck? Oui, je me suis mis sur le téléphone. T'es prêt? Du coup, bonsoir à tous, c'est l'oncle Buck, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, je vous dis, ce soir, ça va être une catastrophe. Merde, mon écran, il a bugué, je ne vois plus, je ne vous vois plus, je ne vois là, plus je te vois. rien. Donc, je ne sais pas si vous me voyez. Ah, c'est drôle, excuse-moi. Buck! Buck! Ah, je le savais, c'est les fans de Maléfique qui sont venus le traquer et qui l'ont tué. Du coup, on a Samsodos de l'ancienne chaîne Voxmaker. Bonsoir Samsodos. Bonsoir tout le monde et bonjour Allô. aux gens du chat. J'espère qu'on va passer une bonne soirée. C'est bien parti. Ça On a bug. encore pas eu le son. Il bug trop. Hein. Oh misère. Il est au bout du rouleau, là, il ne sait plus comment faire. Moi, c'est Wapi. Voilà, j'ai une chaîne Disney principalement, cinéma d'animation, Pixar. Voilà, je fais un petit peu de tout sur la chaîne, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Info. Voilà. Moi, c'est Mayolek. Je suis surtout connu pour faire une chaîne YouTube qui parle des films animés Disney, où je ne suis pas toujours tendre. Et je ne suis pas particulièrement un fan de l'univers Star Wars, même si j'ai suivi les films. Donc, il faut bien comprendre ça de ma part. Je ne suis pas quelqu'un qui adule les films Star Wars au départ. Je les aime bien, mais pas non plus un fan de l'univers étendu ou quoi que ce soit. C'est pareil pour moi. Je ne connais rien de l'univers étendu. Même Ouais. pas les séries. Quasiment pas. Moi non plus. On parle avec Moi, mon c'est cœur. surtout tout ce qui concerne jeux vidéo et séries dont je connais l'univers étendu. On n'entend toujours pas Buck, hein, vous remarquez. C'est pas grave. On a l'habitude maintenant, c'est bon. On va faire des grands mouvements, mais Des grands mouvements et tout. On va faire une discussion sans l'autre de base. Auriez-vous par hasard projeté de parler de Star Wars dans votre live sur Star Wars? Allô. Oh le vent. Ah, reviens. oh, c'est un miracle! Bon, j'ai rien loupé. Là, Buck. On vient de finir la critique, là, on s'apprête à... Bon, bah, tu prends. Bah, moi, je suis Lionel B. Je tiens la chaîne de la Pika Critique et je fais des critiques façon nostalgia critique sur plein de films, quel que soit le genre. Là, en ce moment, je fais surtout des films d'Ingo Pictures. Mais là, le dernier, c'était un film de Noël réalisé par E. Leclerc. Tout un programme. Il fera le bilan de sa chaîne, il se dira qu'il a gâché sa vie. Un petit tour de table de voir en quelques mots qu'est-ce qu'on a pensé de Star Wars 8 et après on pourra passer aux petites étapes de qu'est-ce qu'on a aimé et qu'est-ce qu'on n'a pas aimé dans le film. Ça vous va? J'avais déjà pas mal aimé le 7, qui a été quand même beaucoup critiqué. Et du coup, j'attendais quand même le 8 avec impatience. Et j'ai pas été déçue parce que globalement, j'ai adoré. Je trouve qu'il répond à pas mal de questions qu'on se posait quand même dans le 7. J'avais plutôt apprécié le 7 comme Oapi. Mm. Et bon, après, j'attendais rien du 8 parce que à chaque fois que ça sort, de toute façon, il y aura ceux qui n'aiment pas du tout et ceux qui vont acclamer. Donc, à ce stade, je préfère ne rien savoir du film. Et honnêtement, c'était une bonne surprise. Il n'est pas parfait pour moi, mais j'ai eu des scènes mémorables personnellement. C'est assez compliqué à expliquer. Le 8e film, honnêtement, je l'ai beaucoup aimé. Je le trouve excellent. Mais disons que ça vient un peu du fait qu'après coup, je me suis rendu compte que le 7, c'était pas un aussi bon film que je le pensais au début. Et le truc, c'est que ce 8e film essaie de coller au 7e film et disons qu'il y a des trucs qui me dérangent un peu à ce niveau-là. J'ai adoré, comme tout le monde, donc il ne va pas y avoir beaucoup de débats, j'ai l'impression. Oh, alors, où sont les haters? Je comprends pas, moi. Ils sont où? Ouais, j'étais assez surpris après de savoir que c'était un film qui polarisait à ce point, parce que d'un côté, il y a des gens qui adorent, et d'un autre côté, il y a des gens qui exècrent ce film. La trilogie qui recommence. Ouais, il a été super critiqué.
C'est encore un peu chaud, donc c'est pas une affirmation à prendre très, très fortement, mais c'est possiblement mon Star Wars préféré. Sachant qu'il n'est pas sans défaut. Je suis d'accord pour les avis à chaud parce que moi, par exemple, j'avais adoré le 7e film et aujourd'hui, je me rends compte que c'était que j'aime pas autant que ça. Et ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce nouveau film Star Wars. Déjà que j'ai beaucoup aimé le 7. Au cas où vous avez pas vu ma critique, j'ai beaucoup aimé le 7. C'est bien entendu des révélations, mais pas complètement des révélations. Et du coup, j'ai eu un bon dosage. Et moi, je suis satisfait de ma séance et j'ai pas vu les 2h30 passer parce que ouais, je crois que c'est le Star Wars le plus long qui a jamais été fait, je crois. 2h32, je crois. C'est vrai qu'il est très long. Et pourtant, j'ai pas vu les 2h30 passer. Je vais parler des 4 points principaux qui m'ont vraiment dérangé dans ce film. Déjà, par rapport à une petite partie de l'humour, l'humour en règle générale m'a beaucoup plu dans ce film, mais il y avait une petite partie d'humour à certains moments que j'ai trouvé un peu lourdingue. Le plus gros problème à ce niveau-là, c'est les porgs, il me semble. C'est comme ça que ça s'appelle, ces créatures à la con. Ouais, c'est les porgs. Ils m'ont saoulé à chaque apparition, quoi. À la fin, lorsque Chewbacca battait avec le Faucon Millenium, il échappait aux hordes des ennemis, et on faisait un gros plan sur ce machin qui faisait comme ça, c'est super lourd. Vraiment, imitation parfaite. Mayolek, il faut t'en cacher pour savoir Snoke. Deuxième défaut, rapidement, la mort de Snoke n'a même pas gêné en soi. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ouais. Le gros problème qu'il y a avec ça, c'est qui Snoke au final? On a absolument. Ah oui, voilà. C'est pas le personnage que j'aime pas. Le hacker joué par Guillermo del Toro, je l'aime bien. Sur le principe, j'aime bien ce qu'il apporte dans le film. Par contre, la façon dont il est introduit, dont les personnages le rencontrent, c'est une grosse coïncidence. Facilité scénaristique un peu trop grasse pour moi pour que ça passe. Correction, c'est pas Guillermo del Toro, c'est Bénédiction. Pardon, excusez-moi. Le plus gros problème que j'ai, le 4e et dernier problème, c'est toute l'histoire autour de Poe et la vice-amirale, dont je me souviens plus du nom non plus. Celle qui est jouée par Laura Dern. C'est celle qui joue Sattler dans Jurassic Park. Un détail que j'aime beaucoup dans le film, le fait que ça me prenne souvent au dépourvu. Je pense que ça va partir sur quelque part, mais ça part sur autre chose. Là, je pensais tellement que ça allait être le coup du « Oh, l'autorité mise en place ne sait pas ce qu'elle fait et c'est aux jeunes fougueux qui vont trouver quoi faire en étant… en ne suivant pas les ordres. » Et ben non, en fait, les jeunes fougueux, ils s'en sortent mal. C'est à cause d'eux que les choses se passent mal à cause de ça. J'ai beaucoup aimé ce revirement-là. Gros problème, je ne comprends pas pourquoi la vice-amirale n'a pas prévenu Poe sur les détails de son plan au début. En plus de ça, c'est que je ressens pas suffisamment la culpabilité de Poe, de Finn et Rose après ça. J'espère que dans l'épisode 9, ils essaieront de jouer un peu sur la culpabilité, leur culpabilité d'être un peu indirectement la cause de la mort d'une bonne partie des rebelles. Les fameux animaux là, que tu détestes, je dois t'avouer que la seule scène que j'aime bien avec eux, c'est celle où il y a Chewbacca qui bouffe l'un d'entre eux. Je sais pas pourquoi. Il les bouffe par le cul, là. Un peu dommage parce que c'est ceux qui ont été le plus mis en avant concrètement dans les promos, dans les produits dérivés. On vient de perdre Puck, non? Ah, je sais pas. Peut-être. Ah ouais, on a perdu. T'as des animaux vachement intéressants, vachement beaux, et à côté, t'as ces putains de bestioles-là avec des gros yeux, tu te dis, mais Ils sont quand même très mignons. Non, je peux pas. Je préfère les kawaii. Ils les mettent trop en avant pour dire, regardez, c'est ce que vos enfants vont vouloir, allez, acheter. Ouais. Mais c'est vrai que même au niveau du merchandising, mais ils ont explosé avec juste ce personnage-là. C'est ouf. Un autre truc qui m'a un peu gêné, je dirais, après, c'était aussi le cas dans le c'est l'actrice qui joue Rey. J'ai un peu de mal avec son jeu. Ah, moi, j'aime bien Rey. Moi, j'aime bien. En fait, des fois, elle en fait un peu trop. J'ai l'impression qu'elle a du mal à jouer la colère naturellement, en fait. C'est vrai qu'il y a un petit truc qui fait je suis pas contente. Par exemple, le passage où elle parle à travers la force avec Ben Solo. Là, d'un coup, elle est en mode va-t'en, serpent. Quoi? Moi, j'étais comme ça. Pourquoi tu dis ça comme ça? Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu trop théâtral, presque. Sinon, le reste de son interprétation dans le film, ça allait, quoi. Mais c'était ces petits moments comme ça où elle essaye de jouer la colère qui me gênait. Mayolek, à propos de la relation du vice-amiral Aldo, pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas à Poe Dameron
pourquoi est-ce qu'elle fait pas son plan. Parce que je pense que comme on voit qu'elle est très proche de Leia, que sans doute Leia, elle a sans doute un peu communiqué avec elle. C'est précisé, je crois, elle sait qu'il a été rétrogradé. Elle disait c'est même son dernier ordre avant d'être dans le coma, etc. Ouais, Donc, elle est au courant. et ça, je pense que la de Poe le précède et fait que on sait d'avance qu'il a un tempérament impulsif. Alors, je pense que moins il en sait, mieux c'est. Mais au moment où elle a fait son insurrection, qu'il a pris les rênes de force et tout, elle pouvait pas se dire, ok, on va peut-être essayer de lui expliquer pour éviter la catastrophe. Ouais, mais moi, ce que j'aime beaucoup penser, c'est que le thème de ce film soit sans doute le conflit entre les générations, avec l'ancienne génération, avec la nouvelle, avec les jeunes qui n'écoutent pas souvent ce que les plus vieux disent, et les vieux qui sont un peu arrogants, croyant savoir mieux ce qu'il faut pour la nouvelle génération. Donc voilà. C'est les fans de la trilogie originale que tu nous décris là, les fans de la trilogie originale face à la prélogie. Et même quand tu regardes le film, bah, du coup, ça refait un peu le même schéma, avec par exemple Leia et Holdo qui représentent l'ancienne génération, et Poe, Finn et Rose qui représentent la nouvelle. Et donc du coup, ils s'entendent pas vraiment très bien sur la marche du plan à suivre. Idem pour Kylo Ren avec Snoke. Pareil avec Rey et Luke. Et Luke, voilà, Rey et Luke. Ouais, c'est un très bon thème. Hein. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que c'est pas seulement un côté 14. Des fois, c'est les anciens qui ont raison. Des fois, c'est les jeunes qui ont raison. Et des fois, c'est les anciens qui sont victorieux. Des fois, c'est les jeunes qui sont victorieux. Dans leur relation, des fois, on voit que Poe, par exemple, il a beaucoup de respect pour Leia et tout. Et Leia, à un moment, elle le dit, je l'aime beaucoup, même s'il est un petit peu, je sais plus le terme qu'elle utilise. Tête brûlée, je crois. Beaucoup de respect, quoi. Les relations, elles sont vraiment sincères, j'aime bien. Alors, Leia. On va parler d'un des points autour de Leia qui fait débat. Ouais, qui fait beaucoup de la scène, elle aurait pu être cool, honnêtement, parce que voir Leia de la Force, ça m'aurait pas choqué, même étonné, parce que c'est le Skywalker à la base. Mais là, vu montré comme c'est, tu te dis, ils auraient pu éviter le coup de Superman dans la stratosphère. Là, quoi. Oh, Oncle Puck a encore disparu. Bon. Bon, tant pis, je continue ce que je disais. Leila, dans tout le film, bah, c'est un putain de boule à stress, là. J'ai noté 4 moments où elle aurait pu mourir et elle ne meurt pas. Ça laisse un peu perplexe, puisque bon, on va pas, bon, autant le dire tout de suite, l'actrice originale est morte, Carrie Fisher. Et du coup, on se demande vraiment ce qu'ils ont prévu de faire pour la suite, oui. Pour le prochain film. Je me demande s'ils n'ont pas un peu joué là-dessus sur le fait que tout le monde pensait qu'elle allait mourir parce que l'actrice est morte, mais qu'en fait, non, elle n'est pas morte. C'est cool, mais du coup, vous avez prévu de faire quoi après? J'avoue. Vous avez déjà tourné des scènes à l'avance? Vous avez décidé d'en décaler certaines dans le 9e film? Ou alors vous allez la refaire en hologramme? Ou alors on va dire que ça se passe plusieurs années après et qu'on nous dit « Oh, Leila est morte dans son sommeil ». Le fait qu'elle soit morte paisiblement en ayant lutté jusqu'au bout, si c'est bien amené, ça pourrait passer, je trouve, personnellement. Moi, honnêtement, à la fin du film, je pensais qu'elle allait mourir de dépression sur le coup quand elle apprenait vers la fin, juste avant que Luke Skywalker apparaît. Là. Tu vas pas nous refaire le coup de palmé, s'il te plaît. Je rejoins beaucoup ton point de vue sur le spectateur par rapport aux attentes. Tu as pas mal de scènes de ce genre dans le film. Comme par exemple Snoke qui engueule Kylo Ren en disant t'es qu'un gamin, tu pleurniches comme un idiot, enlève-moi ce masque ridicule. Et de l'autre côté, tu as les révélations sur la famille de Rey. Ça m'énerve. Qui en fait n'apporte rien de plus. Oncle Puck est de retour. Donc je me dis qu'en fait, quelque part, j'ai un peu l'impression que la communauté de fans de Star Wars, et ben en fait, elle a un peu trop de mal à essayer de garder du mystère. Le problème, c'est qu'elle veut tout savoir tout de suite. Et je me demande à chaque fois, quand je repense à la scène, si elle était déjà prévue comme ça, à savoir que Snoke l'engueule comme un gamin qui doit retirer son masque parce qu'il veut trop faire comme Dark Vador, ou s'ils ont juste répondu à la communauté de fans qui disait ouais, en fait, Kylo Ren, c'est un gamin. La révélation sur les parents de Rey, quand j'ai vu le film 7, l'épisode 7 la première fois, à aucun moment je me suis dit mais c'est quoi le mystère? Est-ce que ses parents sont spéciaux et tout? Je me suis dit tiens, elle a été abandonnée par ses parents, c'est
c'est triste pour elle, et comme par hasard, elle a la force. Mais tout le monde en a fait un pataquès sur le fait qu'elle doit être la fille de Luke, ou peut-être la fille de Leia, ou une descendante d'Obi-Wan, ou un truc comme ça. Et j'ai le sentiment qu'ils ont joué là-dessus un petit peu en insistant sur son besoin de retrouver ses origines et tout. Et J'ai l'impression qu'en fait, c'est pareil pour le cas de Snoke. Tout le monde a fait tout un pataquès pour essayer de savoir qui c'est cet empereur, d'où est-ce qu'il vient, etc. Et en fait, au final, c'est comme Palpatine dans la première trilogie. Est-ce que vous m'entendez? Ah, on t'entend. Oh, misère, merci. Je disais que il y en a beaucoup qui faisaient un pataquès sur les origines de Rey. Et après, je disais, c'est pareil pour Snoke, que quelque part, les gens, en découvrant le personnage, voulaient savoir d'où il venait, qu'est-ce qu'il a mangé le midi, pourquoi il est devenu l'empereur. Moi, franchement, pour ce qui concerne les origines de Rey, moi, j'ai vu juste dans ma critique, il faut que ça reste une fille de parfait inconnu. Voilà. Et c'est pour ça que moi, le moment où on voit Rey devant le miroir, où elle demande au miroir « Montrez-moi qui sont mes parents », là, j'ai serré des fesses pour qu'on ne montre pas un personnage connu de la saga. Donc voilà, on démystifie les Jedi, mais on remystifie la Force. C'est ça que j'ai trouvé un peu bizarre, mais en même temps, c'était bien amené. Puisqu'on parle de ça, il y a le plan de fin où on voit de façon relativement subtile un jeune garçon qui lui aussi a la force. C'est avec la force. C'est pas les derniers Jedi finalement, c'est un titre légèrement mensonger. C'est pas juste une question d'hérédité, que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus fort que dire Rey a ses pouvoirs parce qu'elle est la fille d'un perso connu. Le peuple est opprimé, qui est prêt à prendre les armes, qui a foi, qui a l'espoir. C'est un truc que j'aime, mais qui me dérange un petit peu parce que je ne crois pas me souvenir dans un Star Wars. J'ai du mal à me souvenir dans un film Star Wars, pas dans une série, dans un film, où on nous montrait le peuple opprimé par l'Empire. La trilogie originale se concentrait essentiellement sur les rebelles et l'Empire. La prélogie sur les débuts de l'Empire et la chute des Jedi. Et là, en fait, j'ai l'impression personnellement que la nouvelle trilogie s'accentue vraiment sur les gens, le peuple, l'univers, quoi, les gens qui subissent. J'ai quand même quelques problèmes avec ça, parce que d'une part, j'ai l'impression que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe dans l'univers Star Wars, parce que il y a quand même un écart de 30 ans entre la nouvelle trilogie et la trilogie originale, et surtout, le contexte, les enjeux politiques, c'était peut-être pas clair dans la trilogie originale. Il y avait des trucs qui n'étaient pas clairs, mais depuis, c'est devenu clair, et là, on nous remet là dans le bain, et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre-temps. Je ne pense pas que ce soit gênant, personnellement. Le problème, c'est qu'on veut trop savoir, et moi, je pense que quand on connaît tout, ça démystifie un truc, quoi, justement. Quand Palpatine est mort, dans la trilogie originale, on en savait autant sur lui que sur Snoke. Je sais pas combien d'entre vous aiment la prélogie. Moi, je fais partie des personnes qui apprécient la prélogie. Moi, j'adore la prélogie. Et un truc de la prélogie, c'est le fait qu'ils aient donné des origines à l'empereur Palpatine. Parce que je ne vous cache pas que j'aime beaucoup Dark Vador dans la trilogie originale, mais l'empereur Palpatine, il m'a toujours laissé un peu de marbre. Après, je suis assez d'accord avec toi, Sans Pseudo, quand tu dis que tout ne doit pas être expliqué. Oui, il y a des fois, et il y a quand même moyen de laisser un univers se laisser imaginer comment ce nouvel empire s'est reformé. On n'est pas obligé de donner des réponses claires et tout. Et je ne demande pas une grande backstory bien détaillée sur Snoke. J'aurais juste aimé, je ne sais pas, quelques répliques ci et là pour dire que c'était, je ne sais pas, un proche de Palpatine, qu'il a repris le flambeau de telle ou telle façon. Je ne sais pas, quelques répliques s'il a, histoire de dire qu'ils expliquent d'où ils sortent. Vu comment s'est terminée la trilogie originale, on ne peut pas le faire apparaître comme ça, dire voilà, un nouveau méchant, paf, paf, tout ce qui s'est passé dans la trilogie originale n'a servi à rien, parce qu'il y avait un méchant qui complotait dans l'ombre. C'est bien, je ne dis pas le contraire pour la prélogie, qu'elle donne des informations, mais elle le donne en tant que préquel. Cette scène le combat final avec Luke Skywalker contre Kylo Ren est magistrale pour moi. C'est une des meilleures scènes pour moi. En fait, la vérité, c'est que cette mort, je ne sais pas quoi en penser, en fait. Je ne sais pas si je devrais considérer ça comme une bonne chose ou une mauvaise chose, parce qu'il y a des trucs, il y a à la fois des trucs que je trouve géniaux et des trucs que je trouve gênants. Ah bon? Symboliquement, est-ce qu'on peut dire que Luke Skywalker est mort comme Obi-Wan Kenobi, mais exactement comme? Parce que le dernier coup qu'il reçoit avant de mourir, c'est justement le coup à la moitié de la taille, là. On peut dire oui,
dans un sens, parce que en fait, il essaie de gagner du temps pour que les autres s'enfuient. Je m'attendais tellement à ce que ce soit un final comme avec Obi-Wan Kenobi, c'est-à-dire que ok, il se laisse faire à la fin, et puis Kylo a son coup final. Eh ben non, Kylo, il pense qu'il va pouvoir avoir le dernier mot sur Luke, mais c'est Luke qui a le dernier mot sur lui. Luke part, mais complètement comme il a entendu, c'est lui qui a tout géré du début à la fin. Alors que Obi-Wan Kenobi, je sais pas trop, pour moi, c'est juste un choix rapide qu'il fait parce que ça lui est tombé sur la gueule comme ça, quoi. Surtout que j'ai versé une larme pour la mort de Luke. Bah, je trouve que c'est vraiment bien mené parce que, comme il dit Mayolek, il gère tout de A à Z, quoi. Il a prévu ce qu'il voulait faire, c'est tout pensé. Et c'est ça qui est génial, je trouve. J'ai vraiment adoré où il contemple le soleil avec l'autre soleil qui se lève, telle une génération qui part et une autre qui reprend la relève et qui vraiment va. J'ai beaucoup apprécié. En plus, ça faisait écho avec la scène de Luke dans l'épisode 4 où il regarde les soleils de Tatooine. La boucle est bouclée, quoi. Ouais. Je dis pas qu'il fallait pas tuer Luke. Moi, je me demande s'il fallait le tuer maintenant. C'est ça. Moi, je pense que oui, parce que comme pour la mort de Kylo Ren, ça permet à la nouvelle génération de pouvoir s'émanciper dans la suite. Et je suis d'accord avec Michael J. J'ai entendu une phrase que Michael J. a dit que maintenant qu'ils ont fini tous les parallèles avec la trilogie originale et la prélogie, l'épisode 9, lui, il va pouvoir faire des trucs totalement nouveaux. Moi, je pense. Mais j'ai l'impression que les gens ne veulent pas de nouveau, des fois. C'est ça qui est bizarre. Moi, je dis que des fois, les gens, ce sont des pourris gâtés, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Dans le 7, ils reprochaient que c'était trop ressemblant. Dans le 8, ils disent que c'est trop différent. Les gens ont leur vision de Star Wars, et dans tous les cas, il y aura toujours des gens insatisfaits. De toute façon, il y aura d'autres suites, à mon avis. Disney ou pas. Imaginons que Disney revend sa saga phare. Non, elle ne le fera pas. Ils ne la vendront pas, là. C'est une saga qui est faite, qui va durer sur le long terme, quoi qu'il arrive. En fait, c'est moi qui vais racheter la licence. Ouais, je vais aller la racheter, je vais prendre mon argent et je vais la racheter. Voilà. Il va mettre des Pikachu à la place des Porgs. Pour continuer sur les trucs qui m'ont surpris, il y a l'apparition de Yoda. Ah oui. Alors moi je me dis, oh, je dis comme ça. Je m'y attendais pas, moi non plus. Yoda. Je pense qu'en fait, ils ont utilisé l'animatronique, mais qu'ils ont accentué les expressions éventuelles avec du numérique. Je savais pas que une fois que un ancien Jedi, genre Yoda, il pouvait réutiliser la force ou intervenir sur le présent comme ça. Tu sais, quand il fout le feu à l'arbre, là, comme ça, je me dis, il fait tomber la foudre. Apparemment, on m'a confirmé dans le chat que les spectres Sith pouvaient intervenir dans ce genre de situation, mais on ne savait pas pour les Jedi, apparemment. Ah. Mais c'est mentionné dans une BD Infinity, donc je ne sais pas. Ah, ok. Mais moi, je veux dire pourquoi ça ne m'a pas dérangé, parce que quand Luke il enseigne à Rey ce que c'est la force et qu'elle le découvre d'elle-même, eh bien, on voit un peu que la force, c'est un peu l'équilibre naturel de la nature. Et moi, j'aime bien penser le fait que Yoda, il sait manier les éclairs parce que maintenant, il fait partie lui-même de cette force. Donc, du coup, il a aussi un contrôle total sur cette force de la nature. J'adorais voir Luke, entre guillemets, entraîner Rey un peu à la manière de Yoda, tu sais, genre lui faire une blague, genre « Ah, c'est ça la force, je la sens et tout !» Ça, c'était sympa. Comme je l'ai dit, l'humour, j'adore l'humour en grande majorité dans ce film. Je le trouve très bon. Il est bien incorporé sans en faire des caisses. C'est assez vif et dès que c'est sérieux, ça arrive à rester sérieux. C'est pas un humour cassant à la Marvel, ce que tout le monde essaie un peu de reprocher à ce film. Non, pas du tout. C'est un humour qui fonctionne bien avec les situations et avec les personnages. Ça n'a rien à voir avec les Marvel. Je trouve quand même qu'il y a un peu un côté Marvel, genre particulièrement au début quand. Avec Poe, avec le coup du Général Hux, c'est ça. Ouais, mais je trouve que c'est parfaitement en raccord avec la situation et le personnage. Poe il essaie de gagner du temps pour que son réacteur se booste, donc voilà. Et Hux, un peu arrogant qu'il est, il pense vraiment que voilà, j'ai la supériorité numérique et tactique, tu ne peux rien contre moi, je t'ordonne de te rendre. C'est les personnages qui veulent ça après. Le général Hux, je vais être honnête, il m'a pas du tout marqué dans l'épisode 7. J'avais oublié qu'il existait avant l'épisode 8. C'est parce que là, je trouve que l'acteur a enfin un peu de charisme pour jouer le rôle, parce qu'il a gagné de l'âge. D'ailleurs, c'est pas le seul personnage qui me fait cet effet. C'est aussi le cas de Poe, qui pour moi, Poe, j'avais jamais compris pourquoi il était pas mort. Là, Poe, il devient un personnage
Très important. Un personnage vraiment intéressant, je trouve. Et que le seul reproche que j'ai à faire maintenant, c'est que j'ai pas aimé dans le 7e. Moi, le 7, je l'ai bien aimé, mais j'ai assez vite oublié une bonne partie de ce qui se passait des personnages secondaires. J'ai surtout retenu Rey, Finn et le rôle d'Harrison Ford, d'Han Solo, et aussi Kylo. Sinon, en dehors de ça, les personnages m'ont pas marqué plus que ça. Je trouve qu'ils ils sont beaucoup plus divertis dans les personnages, ils ont réussi à leur donner une meilleure importance, plus marquante dans le 8. Le personnage qui arrive le moins à se faire remarquer, c'est sans doute Rose, parce que c'est un nouveau personnage, et encore, elle passe correctement. D'ailleurs, Rose, j'ai lu quelque part sur le net qu'elle a été considérée que certains la considéraient comme la nouvelle personnage la plus mauvaise de tous les films Star Wars, pire que Jar Jar Binks. Je vous jure, j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? La pauvre, Le seul truc que j'ai vraiment à reprocher à Rose, c'est son prénom. Rose, je trouve pas que ça fait Star Wars. Ouais, Ça fait peut-être Dragon Ball, mais pas Star Wars. Tu penses à Titanic, c'est ça? Non. ouais, Me parle pas de Titanic. Là, j'ai des problèmes avec le prochain film que je vais traiter. Pardon. Oh, j'ai une Non. petite idée de ce que ça va être, dites donc. En parlant de romance, il y a quelqu'un qui me demande si Rey et Kylo vont finir ensemble. Bon, on va arrêter les théories trop en avance, sinon on va être déçus du prochain. Mais déjà, et pourquoi pas? Ça pourrait être une direction intéressante, mais je préfère pas réfléchir dessus parce que je veux être surpris. Non, il y est plus. Il est pas Bon. avec nous. Tout le monde veut que la relation qui se concrétise le plus pour vous, apparemment. Mais tout le monde S'il le gérait bien, ça pourrait le faire. Mais bon, ça ne me dérangerait pas en soi, mais je pense pas qu'il s'aventure là-dedans, quoi. ça m'étonnerait aussi. Hein. Dans l'épisode 7, il y en a qui pensaient à une relation entre Rey et Finn, par exemple. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment senti ça. Moi non plus. J'ai vu qu'il y avait des théories qui disaient que peut-être que Rey va finir avec Poe Dameron, donc voilà. Ah bon? Ouais, j'en ai Pour vu. l'instant, il n'y a rien eu entre eux et ils ont. C'est genre les deux personnages qui sont plus éloignés les uns des autres, mais à part ça. Oui, je sais pas où est-ce ils sont allés pêcher ça. Hein. Dès lors qu'il y a une fanbase sur un truc, tu peux être sûr qu'on va essayer de caser n'importe qui avec n'importe qui. Hein. Ouais, de toute façon. Il y a deux personnages importants, on va essayer de voir s'il y a toujours quelqu'un qui se dira ouais, ce serait cool qu'ils soient ensemble. Quoi. On laisse ça aux fanfictions. Sinon, j'avais des choses à dire, mais à cause de tout le bordel que j'ai la mémoire courte. Bon. Moi, ça bug pas pour les autres, hein, c'est déjà ça, on va dire. Oui, au moins, ça bug pas pour les autres. Mais bon, je pense qu'on va devoir appeler ce live le live des successeurs ou le membre des successeurs, il a des gros problèmes. Voilà. Le live des successeurs sans les successeurs. Voilà. Et pour la relation entre Kylo Ren et Rey, moi, ça me fait. Bon, je me suis un peu renseigné sur l'univers Legend, et je trouve que ça ressemble un peu à la relation entre Jacen Solo et Jaina Solo. Ce sont deux jumeaux qui sont devenus, qui étaient très proches, donc qui étaient très liés par la force, mais qui sont devenus ennemis. Il y a Jacen qui est basculé du côté obscur et Jaina qui est resté du côté lumineux. Il y a quelqu'un qui te demande en commentaire que tu penses du retour de J.J. Abrams pour le 9. Ce que je pense de ça, regardez-moi, voilà, vous allez voir. C'est que comme ta caméra bug, ça s'est passé d'une image fixe comme ça à une image comme ça. Alors, ça m'a fait bizarre, moi. J'ai déjà dit qu'est-ce que j'en pensais de son retour dans ma vidéo sur Star Wars épisode 7. Pour moi, c'est un très bon choix, le fait qu'il a été là pour introduire des nouveaux personnages et qu'il soit de retour pour les conclure. Donc voilà, pour moi, très bon choix. Parce que Colin Trevorrow, c'est pas je n'ai rien contre lui, mais c'est juste que il m'a moyennement convaincu avec Jurassic World. À l'époque, je voulais que ce soit Joss Whedon qui fasse le 9. Ça aurait été sympa, Josh Whedon. Après, j'en ai vu certains qui se plaignaient et qui disaient que l'action que mènent Finn et Rose sur le... Oh non, j'ai encore perdu. Non, il a bugué. Oui. En plein Je crois explique. qu'il parlait en fait du fait que la mission de Rose et de Finn ne servait à rien. Je suis sûr qu'il va dire ça tout à l'heure. Et puis le Le pire, c'est stupide, que ça ne sert pas à rien. Par rapport aux enjeux et les messages du film, je pense qu'elle a son intérêt. Je reconnais quand même qu'elle peut, si on est vraiment pris par le reste, ralentir l'action puisque ça nous sort complètement d'un cadre de l'espace et tout. Mais pour ma part, elle a son importance. Et même si le passage autour du casino est dans l'absolu moins bien que le passage de la guerre spatiale et de l'entraînement de Rey, ça passe bien. Ça appuie aussi un truc que j'aime beaucoup dans cet univers, le fait qu'on
qu'on illustre bien qu'une guerre se fait pas toute seule. C'est pas juste un camp contre l'autre et puis les autres après, Même si elle est, entre guillemets, elle amène à un échec, personnellement, cette mission, je trouve que derrière, elle apporte le background autour de la guerre des étoiles, justement, que ce soit l'esclavage, que ce soit les puissances qui sont qui sont en arrière-plan et qui financent les deux empires, enfin l'empire et les rebelles, pardon. Je trouve ça vachement bien, ça amplifie justement l'univers comme ça. Ouais, je suis d'accord, mais comme je l'ai dit, moi j'ai l'impression que ça arrive un peu tard. Le final rend encore mieux parce que ça veut dire que les gens vont faire des choix dans ce conflit. Ils vont soit décider de rejoindre les rebelles, surtout que juste avant, on avait le fait que les derniers rebelles avaient tenté d'appeler leurs alliés et que ces derniers n'ont pas décidé de répondre. Là, tu dis que ça y est, les dés sont relancés, on ne sait pas comment va finir cette trilogie, quoi. On ne sait même pas comment va finir le conflit. Mais ça complexifie l'histoire, en fait. Hein. Ça devient de plus en plus complexe, finalement. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens, on verra bien, par contre. Ah ouais. Moi, j'ai pas trouvé ça mauvais. Alors, Oh. Ah, enfin. dépêche-toi, t'en comptes encore, vas-y. Oui, je disais que dans l'Empire contre-attaque, Luke, son action quand il part de Dagobah pour aller sauver ses amis sur Bespin, ça aussi, ça ne sert à rien, vu que ses amis s'en sortent quasiment tout seuls pour s'enfuir de Bespin. Bon, mis à part Han Solo, mais bon, ça, ils sont arrivés trop tard pour le sauver. Et au final, c'est Leia qui va sauver Luke à la fin de son affrontement. Donc du coup, Finn et Rose, ok, ces actions n'ont servi pas à ce qui était prévu à l'origine, à savoir sauver la flotte, mais au moins, ils ont appris des choses, voilà. D'ailleurs, oui, le personnage joué par Del Toro, il y a des gens qui disent que ça mène nulle part. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne réapparaîtra pas après? Je vois très bien réapparaître dans l'épisode 9 et jouer un rôle plus important. Qui sait, peut-être qu'il va se rattraper, peut-être que ce sera un enculé jusqu'au bout qui suivra ses désirs et qui mourra comme un méchant, on ne sait-on jamais. C'est ça que j'aime bien avec ce personnage. On peut aider l'un ou l'autre, mais selon ce que ça va lui arranger, quoi. Exactement. Comme il le dit, ce Par contre, il y n'est a un rien truc d'autre que qui du m'a- business. On va arriver à la scène que je trouve la plus frissonnante, la scène de sacrifice de l'adjointe de Leia. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Oh oui, Ah. putain, quelle scène. Ah, Oh. cette scène. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais cette scène est juste magnifique. Ah oui, et en plus le silence qu'il y a eu, toute la salle de cinéma. Oh putain. Oui, alors là. On a encore perdu peu. Superbe scène de sacrifice qui n'est battue que par le sacrifice de Luke à la fin. Le regard de la vice-amirale qui se dit oh mon Dieu, tout ce pourquoi j'ai lutté, ça part en fumée. Et elle se décide à foncer, à se sacrifier. C'est super beau dans l'acte et visuellement, c'était super joli aussi. C'est un moment. Et tu le vois en bas, il y a encore des gens qui viennent reprocher cette scène. Non pas pour sacrifice, mais pour juste le fait oh, décidément, elle a mis du temps avant de se décider à faire ça. Attends. Ou alors, ouais, alors si on peut faire ça pour dégommer un vaisseau, pourquoi ils n'avaient pas fait ça pour l'étoile de la mort à situation désespérée, les gars, opération désespérée. Je pense que ça vient du fait qu'il est à une distance assez courte et que c'est juste parce qu'il se trouve dans le sillage du passage à la vitesse lumière. Voilà. Pas s'approcher de l'étoile de la mort comme ça sans se faire repérer. Je pense vraiment que les gens ont cherché à pinailler à fond et à trouver le moindre tout petit défaut. Et encore, c'est même pas un défaut en soi. C'est même pas du tout un défaut. C'est une personne qui voit ses amis mourir. Elle réfléchit ce qu'elle peut faire. Elle est choquée. Elle réfléchit. Elle a plein d'idées en tête. Et d'un coup, elle intervient. Elle réagit. Et elle va dire, j'ai foncé sur le vaisseau. Voilà. Faut pas réfléchir plus que ça. Il y en a un qui le dit très bien. En plus, un vaisseau de cette taille, c'est pas gratuit. Ça coûte cher. Elle attend vraiment le dernier moment, quoi, qu'il n'y ait plus aucune autre solution pour le faire, quoi. Voilà, c'était la situation désespérée. C'est vraiment intéressant de voir que, en même temps, dans les thèmes du film et dans la vraie vie, c'est vraiment la division, quoi, autour de ce film, autour de l'histoire. C'est impressionnant. C'est comme si c'était fait exprès, presque. C'est beau. On m'entend, c'est bon? Oui, attends. Ah, J'en ai marre. Ça va être le running gag de la soirée, ça. Je vais rapidement y aller, je suis au bout du rouleau. Non, vraiment, je commence à avoir de la fièvre et tout, donc je pense que je vais y aller.
repose-toi. C'était vraiment cool d'avoir discuté avec vous et merci Buck de m'avoir convié. Ouais, c'est un plaisir pour moi aussi. Hein. Ouais, j'espère à un prochain live et puis bah, bonne continuation. Je regarderai le reste en diffusion. Et d'ici là, j'essaierai d'améliorer mon matos. Merci beaucoup à tous. En tout cas, je vous fais des bisous et puis à une prochaine. Ouais, à une prochaine. À une prochaine. Ciao, les amis. T'es parti sur Kylo Ren donc en disant que ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, que c'est un tout nouveau type de méchant dans la mentalité. Voilà, c'est clairement pas un Dark Vador, il n'a pas la classe d'un Dark Vador, loin de là, mais parce que ça en fait un nouveau type de menace assez particulier, parce que c'est, bon, de façon un petit peu caricaturale, un peu génial, quelqu'un qui veut tout de suite, un jeune con, vaguement, hein, là je vulgarise un petit peu, qui essaye vraiment de se mettre au sommet sans avoir vraiment de sagesse, etc., et qui essaye de profiter des opportunités. Et il profite d'une opportunité en tuant Snoke. On s'attendait trop à ce que ce soit le big bad boss de fin. Bah, en fait, non, ça va être Kylo Ren, le géniard, entre guillemets, qu'on voit au début. Et comme menace de fin, ça n'a jamais été fait avant. J'aime beaucoup cette direction qu'ils prennent. Et ça peut permettre pas mal de choses. Et ça crée aussi une dissension au sein de l'Empire, du Nouvel Ordre, notamment avec le général Hux à la fin qui regarde Kylo Ren partir, qui regarde l'histoire de dire voilà qui nous gouverne, qui nous dirige maintenant, on est mal barré. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle situation et ce méchant de fin qui promet des choses très différentes de ce qu'on a eu avant. Ouais, je suis d'accord. Surtout, ce que j'ai remarqué, c'est la confrontation entre Rey et Kylo Ren quand ils utilisaient la force pour attirer le sabre d'Anakin. On voit bien dans cette scène qu'ils ont exactement la même puissance, vu que le sabre, il ne résiste pas à leur pouvoir. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le fait que le sabre, il est coupé, il est déchiqueté en deux par la force. C'est vrai que ça, dans la prélogie, j'aimais pas trop ça, le fait qu'on découpe les sabres à tout va, comme ça, comme si c'était des objets banals. Là, c'est le sabre d'Anakin et de Luke, séparé en deux. D'ailleurs, c'est assez étonnant que c'est Rey qui ait les deux morceaux. Je m'attendais à ce que Rey ait un morceau et que Kylo Ren ait l'autre. Bah non, c'est Rey qui a les deux morceaux. Concrètement, c'est un peu logique parce on l'a vu, elle a emporté les livres des Jedi. Et je pense qu'elle est un peu, on peut dire un peu celle qui préserve l'héritage entre guillemets de l'univers des Jedi pour l'enseignement et pour le faire évoluer. Une des directions auxquelles je m'attendais pour le 8e film, auquel je me suis demandé s'ils allaient aussi faire un truc comme ça, parce qu'il y avait eu beaucoup de teasing avec les affiches et les bandes annonces. Est-ce que ça serait pas Rey qui serait passé du côté obscur et Kylo Ren qui reviendrait du bon? Bah, finalement, ça s'est pas produit. Mais quand même, je me demande ce que ça aurait pu donner. Surtout que dans le set, comme je l'ai dit, elle utilise les 3 émotions qui mènent au côté obscur. Lors de son duel contre Kylo Ren sur la base Starkiller. En plus, même dans le film, il y avait plein de détails qui laissaient croire que Rey pouvait tomber dans le côté obscur dans le film. Bah... je crois que concrètement, et Luc l'a dit, elle est passée du côté obscur, mais elle résiste en fait. Je crois qu'elle accepte ces deux parts, à savoir la part lumineuse, mais la part obscure, c'est juste qu'elle ne suit pas une voie comme une autre, elle suit sa propre voie, à savoir sa voie qui lui concerne, sa voie la plus juste. Voilà. On avait déjà parlé de la mort de Snoke, donc on ne sait pas qui est Snoke, mais ça c'est le débat qu'on avait fait tout à l'heure. Il y en a aussi qui disent qu'il meurt de façon bête. Non, je la trouve bête. Parce qu'en fait, elle est encore plus intéressante et plus puissante que la mort de Palpatine, par exemple. Parce que, rappelons-le, dans Le Retour du Jedi, comment il meurt Palpatine? Il meurt balancé par Dark Vador parce qu'il n'avait pas fait attention, parce qu'il était trop préoccupé à dégommer Luke. Durant tout le film, il est rabaissé par Snoke, Kylo Ren. Et en fait, il reste dans cette optique, aux yeux de Snoke, qu'il est prévisible. Et c'est justement là qu'on voit qu'il est devenu plus puissant que lui. C'est ça qui rend le personnage, qui rend l'évolution de Kylo Ren forte, c'est qu'il a réussi à surpasser Snoke, en le surprenant comme ça. Et surtout qu'on comprend qu'est-ce qu'il a voulu dire dans le set en s'adressant au masque de Dark Vador, j'achèverai ce que vous avez commencé. Et là, on comprend grâce à l'épisode 8, construire un monde à son image. Voilà. Ce qui est vachement symbolique aussi, c'est qu'il est tué. Il est tué par le sabre d'Anakin et de Luke. Ouais, surtout par l'héritier des Skywalker. Voilà. L'héritage dans son ensemble a tué Snoke. Et maintenant, cet héritage, elle part conquérir la galaxie. Alors,
dans les faits, on pourrait dire, ouais, il est mort bêtement, mais en fait, non. Il est mort non. avec une symbolique derrière qui est vraiment vachement forte par rapport à un ennemi qui va devenir plus fort plus tard. Et puis, c'est une mort vachement plus classe que Dark Maul, Jango Fett, voilà. Je m'attendais à voir quelque chose d'assez mystique vis-à-vis de tout l'aspect environnement de l'île de Luke. Je sais pas, je m'attendais par exemple à ce que les Porgs, ça soit des créatures de la Force qui ressentent la Force, et non, pas du tout. Et non. Voilà. Et non. Bon, Mais bon, tant pis, hein, on le voit film. pas ce que ça aurait apporté. Alors personnellement, quand je les ai vus, je me suis dit, il y avait des gens sur cette île. Parce que elles sont introduites vachement tard en fait dans l'histoire. Et d'un Ouais, seul c'est coup, tu te vrai, dis, ah, il y a d'autres habitants que Luke, je savais pas, moi. Mm. Il fallait le Mais dire. par contre, il y a un point assez intéressant sur le fait qu'avec les gardiennes, c'est quand la scène juste avant, quand Rey, elle s'entraîne avec son bâton et ensuite avec son sabre laser. Et vu qu'elle a récupéré les 2 morceaux de sabre des Skywalker, je me demande si dans le 9, elle va pas combiner son bâton avec le sabre laser, et surtout vu qu'elle a les écrits des Jedi, pour en faire un sabre laser double. Pas un sabre laser, une lance laser. Ouais, une lance laser, pourquoi pas aussi. Ah oui, un nouveau type d'arme laser. serait bien. Tout ce que je trouve intéressant avec les anciens acteurs de la trilogie originale, c'est que dans le 7, on s'intéressait surtout beaucoup à Harrison Ford et à son univers assez louche de contrebande, de pirates, etc. Dans le 8, on s'intéressait beaucoup plus à Luke Skywalker et son univers plus mystique autour de la Force. Dans le 9, je pense qu'on va surtout se concentrer beaucoup plus sur Carrie, sur Leia, avec son univers de princesse, de diplomatie et de meneuse d'hommes pour la guerre. Donc. C'est quand même paradoxal de se dire que les 2 personnages qui sont morts sont encore en vie et le personnage qui est encore en vie, ben, l'actrice est morte. Quoi. C'est pas C'est pas ironie. Ouais, C'est c'est- un personnage sur lequel énormément de gens font des caisses qui m'a jamais marqué plus qu'autre ça. C'est Asba, comment elle s'appelle Phasma. Phasma. Bah, en fait, c'est le Boba Fett de la nouvelle trilogie, en fait. On Ouais, va c'est ça. c'est un personnage qui n'a aucun intérêt. Mais elle est plus douée que Boba Fett quand même, parce qu'elle au moins, elle survit et elle sait se battre. Bon, là, c'est un peu ambigu dans le 8. Si jamais elle est Ça morte, ne me surprendrait pas, mais bah, au moins, elle n'est pas morte de manière bête en se faisant bousculer par un droïde qui l'a envoyé propulser dans la gueule de l'autre. Non, mais je pense qu'elle va revenir, un peu comme une sorte de fantôme du passé de Finn à chaque fois, pour lui rappeler d'où est-ce qu'il vient et que c'est une épreuve à surmonter pour lui. Mais moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que si au cas où ils la font revenir dans le 9, qu'elle retire son masque et qu'on voit la belle trace de brûlure qu'elle a eue. Voilà. Ouais. Ce serait cool qu'ils fassent ça. Les gens font des caisses par rapport à l'actrice derrière le masque, et c'est un gâchis de ne pas lui faire plus que ça. S'il n'y avait pas eu cette actrice célèbre, je pense que les gens auraient un petit peu moins gueulé. C'est ça qui est. Les gens, ça. s'il vous plaît, pas vous, hein, les gars, je parle de gens en général. Les gens, il y avait Daniel Craig dans le set. Oui, il y avait Daniel Craig. et là aujourd'hui on a eu un groupe de boys band. Il y a eu aussi Simon Pegg, et vous en foutiez, on l'a même pas vu. Vous voyez après, Oui. il y a plein d'acteurs et de célébrités qui ont fait un petit caméo dans le set. Et on les a pas vus plus que ça non plus. C'est juste que là, il y a des gens qui ont voulu faire un potentiel sur ce personnage de Phasma et voilà, c'est tout. Bref, il y a tout le monde qui voulait être dans Star Wars, quoi. Il y a même Kev Adams qui. Tais-toi. Ah, Tais-toi. Il est dans les minicums, ça va très bien comme ça. Il est dans le monde de Dory, ça suffit encore mieux. Allez, hop, Après que j'ai vu le monde de Dory, j'avais reproché au monde de Dory de trop ressembler au monde de Nemo. Et là, il y a mon cousin qui se moque de moi parce que j'avais apprécié Star Wars 7 alors qu'il ressemblait trop à Star Wars 4. L'épisode 1 aussi était un copier-coller du 4. Ah, franchement, je reconnais que le 7 montre clairement qu'il y a un écho énorme au 4, et encore à plusieurs, même aux 3 épisodes de la trilogie. Mais vous pouvez pas dire que le 1 n'est pas calqué sur l'épisode 4 non plus. Si, mais c'était Désolé. un peu plus subtil. Oh, subtil! Il y a 2 personnes qui sont cherchées par les méchants. Ils sont sur une planète désertique. Ils rencontrent un aborigène qui se trouve être un Skywalker. Non, sérieux. Mais disons qu'en comparaison, j'ai l'impression que l'épisode 1, c'était plus fait pour donner une voix alternative, ce genre de conneries et tout, alors que l'épisode 7, bah, c'était peut-être un peu plus pour attirer les fans. Ils l'ont fait dans une optique de rappeler ce qu'était Star Wars et de rappeler les fans de la première heure. Mettre un peu de côté ceux qui avaient aimé la prélogie, j'ai l'impression.
Il y a une analyse intéressante de la part du Nostalgia Critique et du cinéma snob là-dessus. On sent que le but du 7e opus, c'était de se réconcilier avec les fans de la trilogie originale qui n'avaient pas aimé la Ouais, je me souviens. trilogie. Et je trouve que sur certains points, c'était pas totalement faux. On sentait qu'ils essayaient de reprendre le même principe que la trilogie originale en essayant de se détacher le plus possible de la prélogie. Ça va pas trop déranger, mais je peux comprendre que ça puisse gêner ceux qui ont vraiment aimé la prélogie. Oh, De toute façon, c'est bon, on entend rien, on entend. entendez. Je vais être le running deck de la soirée. La saga Star Wars est à un tel niveau dans la culture populaire que quoi qu'il arrive maintenant, on en est au point où il n'y aura jamais personne qui sera d'accord. Je trouve ça flippant dans le sens où c'est une saga qui déchire, quoi. Dans le sens, ça déchire, et dans le sens, ça déchire les fans en eux-mêmes, quoi. Surtout qu'en plus, c'est un univers qui a été créé par plusieurs personnes et qui a pu donner quelque chose de tangible et de logique avec son univers, malgré quelques petites histoires qui ont des facilités scénaristiques et des fois des histoires qui se contredisent les unes par rapport aux autres, comme ça a été le cas dans la période avec Clone Wars, que ce soit en comics ou dans les dessins animés. Ne me le rappelle pas. Ne me le rappelle pas. De quoi, le dessin animé de 2003? J'adore ce dessin animé. Je supporte pas qu'il ait pas été canonisé. Moi aussi, j'ai pas aimé. Ah, toi aussi, tu l'as. Tiens. Bah oui, j'adore. Frère Bah oui, de je sang. compte me marier avec, en fait. Frère de sang. Je trouve personnellement que Star Wars 8 s'inspire plus de l'aspect de Rogue One, dans le sens où on a plus ce côté guerre au sens propre. Dans la scène d'ouverture avec les rebelles qui se sont attaqués au moment où ils sont évacués, où ils évacuent, avec les bombardiers, ça faisait vraiment 39-45, quoi. Et Oui, j'ai remarqué ça. Ouais, ils ont ça faisait vachement beaucoup, amplifié le côté guerre, quoi, mais guerre, quoi. C'est là où je dis que ça m'a fait vraiment penser au fait que la nouvelle trilogie s'accentue plus sur les individus qui subissent la guerre. Bah, la femme, je me souviens, la sœur de Rose, je crois, que l'on voit au début, mais Ouais. on a envie de savoir ce qui va lui arriver à elle, punaise. On la connaît pas, et la scène est bien amenée pour qu'on s'attache à elle, même dans les quelques dernières secondes qu'on va passer, quoi. On connaît pas du tout le personnage de la sœur de Rose à ce moment-là. Et au moment où elle fait tout pour se battre, pour attraper la télécommande et tout, et j'avais une larme à l'œil, je me disais, mais vas-y, tu peux le faire, vas-y. C'est vrai qu'elle est prenante, la scène du sacrifice de la sœur. On la connaît pas, elle va mourir dans les secondes qui suivent. On a envie, on s'attache déjà au personnage. Ça nous fait encore beaucoup plus comprendre le point de vue de Leia, le fait qu'elle soit attristée de voir autant de morts. Donc, voilà. Là, elle n'est pas contre le sacrifice, d'ailleurs, je pense, mais bon, comme contre des pertes inutiles, je pense que ouais, ça doit le faire mal. Ouais. Mais surtout avec une tête brûlée comme Poe à côté qui est prêt à sacrifier plusieurs bombardiers, quoi. D'ailleurs, ça a des conséquences sur le long terme, puisque le choix de Poe, ouais, comme disait tout à l'heure, je crois que c'est Mayolek, a entraîné, on va dire, la quasi-destruction des rebelles, quoi. Ils sont plus que 10 à la fin, quoi, merde. Je crois que dans toute la saga Star Wars, on n'a jamais vu la rébellion au plus bas niveau, quoi. Je veux dire, c'est genre, l'Empire a quasiment gagné, quoi. C'est vrai qu'entre l'épisode 4 et l'épisode 5, il se passe quelques années, je crois 2-3 ans, et c'est vrai qu'on a appris qu'ils ont été chassés de leur base de Yavin 4 pour... Mais on voit pas vraiment... Ah non, on t'entend plus, Buck. Non, Buck, reviens. Après, pour la prélogie, Allô. moi, honnêtement, je les ai tous aimés. Il y a juste le 2 qui est un peu plus faible avec sa romance mal écrite, et qui est spécialement niaise, mais bon, à côté, on avait une enquête sympa avec Obi-Wan. On t'entend. Ah, Oncle Pac est de retour. Oh, putain. J'imagine trop Buck derrière son écran. Vous m'entendez? S'il vous plaît, répondez-moi. L'épisode, pour moi, le plus inutile de la prélogie, c'est la menace fantôme. Oui, je suis assez d'accord, même si je déteste pas l'épisode 1, on peut tout à fait démarrer dès le deuxième film et on peut comprendre sans trop de problèmes ce qui se passe, quoi. Tout ce qu'on apprend sur Anakin, c'est comment est-ce qu'il est rentré dans l'ordre, c'est tout. Tout le reste, les nouveaux personnages qu'on introduit, à savoir Qui-Gon Jinn, Dark Maul, ils sont expédiés à la poubelle. Voilà. Il y a effectivement
éventuellement Palpatine, et encore, on pouvait très bien introduire dès le 2. Dans l'épisode 1, Obi-Wan, il semble en avoir un peu rien à foutre d'Anakin, voilà. Il commence seulement à parler avec lui à la fin, dès que son maître lui dit tu vas t'occuper d'Anakin, fais gaffe. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucun lien très fort qui se crée. Il y a un petit lien entre Anakin et Padmé, mais c'est pas une relation amoureuse. Ça se fait plus tard. C'est un ange. Imagine-moi, quand j'imagine qu'elle a 20 ans, parce que j'imaginais vraiment qu'elle avait autour de 20 ans, dans l'épisode 1, quand je la regarde à la fin, quand ils font la cérémonie de paix, et que je la vois lui regarder un sourire bizarre, un sourire narquois au gamin, genre... T'imagines? Elle est censée avoir 14 ans et Anakin 9 apparemment, dans l'histoire. Ah oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. C'était exactement ça. Donc il y a que 5 ans, il est censé y avoir que 5 ans d'écart. Ok, mais ça se voit pas à l'écran. Ouais, c'est ça le truc. Qu'est-ce que vous espérez voir dans le 9e opus? Qu'est-ce que vous voudriez bien voir? À quoi vous attendez? Allô? Ah, c'est bon. On t'entend, Buck. On Entend commence. bien. Bah moi, ce que j'aimerais bien voir, au cas où, c'est la destruction du Faucon Millennium, vu que comment est-ce que Kylo Ren, il a une harne acharnée contre ce vaisseau, surtout pendant la bataille de Crate. Voilà. Oh, mais je vais tellement pleurer. Et surtout, ce que je voudrais bien voir, c'est un peu plus de Chewbacca, parce que j'ai trouvé qu'il était un peu trop absent dans l'épisode 8. Il n'est plus rien sans Oh, mais il a un super duo avec les Porgs. Attends. Oui. Il y a une super routine commune entre eux. Attends, c'est le point. Et je voudrais voir, enfin, les Chevaliers de Rennes. Ça serait pas mal, ça. Ce que j'attends du 9, ben, pas grand-chose, dans le sens où je ne préfère pas visuel. Enfin, j'ai pas envie de faire de théorie, en fait. C'est ça le problème. Parce que déjà, tous les fans en font des théories. Et c'est comme ça qu'on est déçus. Déjà, d'une part, on peut s'amuser à faire des théories, j'ai rien contre ça, mais moi, personnellement, en faire, ça va me gâcher le plaisir parce que je sais que il y aura peut-être une chance il y aura peut-être une petite chance que ce que j'aurais imaginé se produise et je ne serai pas surpris. Ou alors je serai déçu parce qu'ils n'auront pas fait un truc que j'aurais voulu qu'ils fassent. Je préfère en fait leur laisser carte blanche, c'est surtout ça. Et après seulement juger. Ce que j'aimerais quand même voir, ce serait, comme Buck l'a dit, ceux qui ont suivi Ren quand il a quitté Luke, et j'aimerais bien les voir avoir une importance. Après, de quelle façon, quoi qu'il en soit, je ne sais pas trop, mais ce serait cool qu'ils le fassent, qu'ils n'en parlent pas pour que ça ne serve à rien. J'espère. Pas grave, on en fera une spin-off au pire. Combat au sabre laser, mais vraiment du bon combat au sabre laser, pas seulement entre Kylo et Rey, mais peut-être entre divers personnages, et que ça puisse créer de tout nouveaux types de combats avec différents types d'armes, pas seulement sabre laser contre sabre laser, mais sabre laser contre autres types d'armes. Ça pourrait être sympa. Après, ouais, en termes d'éléments scénaristiques précis, j'ai rien de précis en tête. Et ça, je vais les laisser me surprendre parce que oui, vraiment, là où ils sont partis, je ne sais vraiment pas comment ils peuvent poursuivre ça de façon claire et évidente. C'est ça que j'aime bien avec ce film. Maintenant, je ne sais pas vers quoi ça va partir. Il y a aussi une scène qui était vraiment impressionnante. C'était tout l'aspect origin story de Ben Solo et de Luke. Je trouvais vachement bien, que je trouvais très intéressant et que j'ai trouvé vraiment profond, notamment au niveau des points de vue. Le point de vue de Ben et le point de vue de Luke. Oui. Ben Solo qui voit son mentor, enfin son professeur, être prêt à le tuer. Ah, mais moi j'ai flippé hein. Quand j'ai vu Luke avec son regard de tueur, au moment où Ben se lève, j'ai dit oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a un regard de tueur pendant tout le film, Luke Skywalker. Surtout avec le bruit du sabre laser, mais d'ailleurs au fait au passage le film au niveau sonore il est juste sublime. C'est toujours, comment il s'appelle c'est celui qui fait le général Grievous dans le 3 qui fait les sons du 7 et du 8. Ah, d'accord. Les deux points de vue sont intéressants parce qu'en fait on voit que d'une part Kylo Ren, Ben Solo, gardait sa raison pour rester dans la lumière. Et que c'est l'acte de Luke qui l'a entraîné vers ce chemin-là, quoi. Même encore aujourd'hui, je crois que Ben Solo est encore tiraillé entre le côté obscur et la lumière. C'est imprévisible au plus haut point maintenant, on ne sait pas comment ça va finir, et je pense qu'on peut encore être surpris par le personnage de ce côté-là.
rien ne serait surprenant à ce qu'il passe du côté lumineux ou alors qu'il devienne encore plus violent que l'a été Dark Vador. Je ne sais pas pourquoi. Les deux sont possibles pour moi et je ne sais pas du tout encore. Et surtout, on se demande si BB-8 va refaire des trucs tout aussi badass qu'il a fait dans le 8. Ah oui. D'ailleurs, j'avoue, je trouve que BB-8, elle est très bien en tandem avec TTS. À un moment donné, je me suis même dit que j'aurais bien aimé que ces deux-là finissent en duo. De toute façon, quoi qu'il arrive, les robots et les cyborgs de la saga Star Wars, mis à part C-3PO, sont trop cool. Oui. Ah oui, j'ai eu un coup de cœur pour celui de Rogue One. Ah, celui de Rogue One, il m'a fait pleurer lui aussi. On va croire que je suis un super émotif, mais c'est surtout que le personnage est direct attachant. Et quand tu te dis que c'est le seul personnage attachant au début du film, tu t'attaches à lui. Tu veux dire, lui, je veux qu'il survive. Parce que lui, au moins, il est drôle. C'est vrai que Rogue One, il a comme principal défaut de ne pas avoir beaucoup de personnages attachants. Il devient attachant que sur la fin, et c'est un peu trop tard. Ce qui m'a surpris, c'était de voir le point de vue d'un cyborg. Est-ce qu'on avait déjà eu ça? Je parle vraiment que dans les films. Peut-être qu'on l'a vu dans la série, mais on a vu le point de vue d'un cyborg, le Dark BB-8. Je trouve ça marrant. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas souvenir que c'était fait avant dans d'autres films. Je trouve ça marrant. C'est sûrement pas avec C-3PO qu'on aurait eu ça. C'est quand même triste de se dire que le seul personnage intelligent de la base, c'est un robot qui a repéré qu'il y a une poubelle qui agissait bizarrement. Ce sont les gardes de Metal Gear Solid, voilà. J'imagine être à la place du robot et dire, les gars, il y a un robot avec une poubelle sur la tête. Bref, c'est un film qui a essayé d'être vraiment qui a vraiment essayé de faire de nouvelles choses. On peut reprocher au set de ne pas prendre de risques, mais là, franchement, c'était audacieux. Après, est-ce que ces risques, on valent le coup? Ça dépend des gens, vu que, comme on l'a dit au début, ce film polarise beaucoup. Mais pour moi, ils ont bien payé ces risques. Il y a un truc aussi dont on n'a pas du tout parlé, même, j'ai envie de dire, c'est la présence de la couleur rouge. Oui, sur les affiches, ça m'a un peu choqué, autant de rouge comme ça, mais bon. Même sur le titre qui était rouge. Le décor de Snoke, la planète, l'ancienne base rebelle. Le seul endroit où il n'était pas présent, le rouge, c'était sur Canto-Bight, la planète Casino. Et surtout que je pense la couleur arrive à des moments précis au niveau scénaristique, mais une fois le film, j'ai pas pris le temps d'analyser, donc ça me perturbe un peu. Mais je suis sûr qu'elle aura une signification au niveau de la tourmentation des personnages, que ce soit du côté obscur ou la lumière, justement. Il faudra que je regarde. Il faudra que je m'achète le film, de toute façon, je l'achèterai. Voilà. Moi, je compte te faire une critique de ce film quand il sortira dans les rayons, voilà, quand je l'aurai. Moi, j'attends le coffret Blu-ray de la trilogie pour le racheter. Ah oui, t'attends longtemps. Hein. Moi, j'attends l'intégrale des épisodes 1 à 12 pour tout acheter en même temps. Encore plus longtemps. La fleur sur la veste du mec, par exemple, tu sais que Finn et Rose partent chercher, elle est rouge. Ah oui, c'est vrai. Il a juste joué le rôle de McGuffin. Mais dans tous les cas, j'aurais été curieux de savoir qui c'était quand même un peu. Ouais, c'est un peu la même chose. Avec un peu de chance, ça sera expliqué que dans une série animée. De toute façon, comme on le sait, Star Wars, c'est tellement un univers énorme que tu peux faire une histoire sur n'importe quoi. Sur n'importe quel sujet, je veux dire. Les porgs. Bah non, j'imagine. T'imagines, ça va être comme les Pokémon. Tu sais, ils vont parler qu'avec ce cri horrible là. Il n'y aura pas d'humain, ce sera qu'un film sur eux. En 2024, venez voir le nouveau spin-off Star Wars, le film Les Porgs. On a notre avis sur le film, bien sûr, chacun a le sien, mais qu'on ne vienne pas dire que que Disney a détruit la saga Star Wars avec ces deux films-là. Il faut arrêter. On peut dire ce qu'on veut sur Star Wars, sur Disney et le rachat de Star Wars. C'est une chose, et je comprends totalement que ça peut gêner. C'est comme le rachat de la Fox récemment, ça peut gêner, et je peux comprendre totalement. Mais d'ailleurs, Mayolek, tu vas parler d'Anastasia bientôt? Maintenant que vous en parlez, c'est pas impossible. Tant qu'à faire, on est en live, tiens, je fais une annonce là-dessus. Il y a de très fortes chances qu'en fin de mois, je traite ce film. Alors, ok, tout
Tout le monde le prend. Pour une certaine raison, mais de toute façon, ils verront ça en détail. Mais ouais, tu me balances là-dessus, on est sur un live, tiens, je balance cette info-là. En fin de mois, je traiterai très certainement Anastasia. Il fait sa promo. On peut reprocher certaines choses à Disney, mais ils n'ont rien détruit de Star Wars, il ne faut pas exagérer. Je précise quand même que Lucas et sa compagnie ont fait bien pire, même avant la prélogie. Encore une fois, Droid, Ewoks, Star Wars Holidays, vous allez quand même pas me dire que c'était pas le genre de création, de feuilleton qui pouvait détruire la saga en elle-même. Maintenant, les gens parlent plus que d'Anastasia dans le chat. Qu'ai-je fait? Ça fait 2h30 qu'on est en live. Donc, Ça fait 2h30 que je galère avec mon matos. J'aime beaucoup le chat parce qu'il y a des gens, ils écrivent un peu trop vite et tu as deux commentaires qui se suivent et c'est assez rigolo. Il y en a un qui dit un téléthon pour Buck et en dessous il y a écrit il fait des cons à Buck. Il s'est corrigé après, mais c'était rigolo sur l'instant. Oh, je crois que j'en suis au stade où je suis prêt à rire de n'importe quoi. Là. Je suis sûr quand Oapi va revoir la rediff du live, elle va se demander mais comment ils sont arrivés de Star Wars à Anastasia? J'aime beaucoup des tonnes de commentaires sur. Non, mais là, en fait, Snoke, c'est Rasputin. Vos commentaires, un film sur les porgs avec Bartok en guest. Oh non. Je pense qu'on va peut-être dire le petit mot de la fin, donc voilà. Donc on fait un dernier petit tour autour de Star Wars. Ouais. Alors comme Wapi est parti, la deuxième fille c'est Mayolek. Allez, vas-y. Désolé, c'était tentant. Je m'en retiens plus. D'accord, bon bah. je m'en veux. C'est un film que j'ai adoré, il y a des défauts, mais vraiment je le recommande et là, ça prend des risques. Si on n'a pas peur de voir l'univers partir sur quelque chose de différent et de s'essayer à vraiment se détacher du passé, il y a vraiment quelque chose à vraiment apprécier dans ce film. j'ai vraiment trouvé que le film était très bon, mais que ce qui me dérangeait vraiment, c'est que c'était la suite du 7e qui devient maintenant très inégale en comparaison. Du coup, bah voilà, je suis vraiment le cul entre deux chaises devant cette nouvelle trilogie. On va voir comment ça se conclure, mais je pense pas que ça sera ma trilogie préférée, ça c'est sûr. Ben, moi, je le dis comme tout à l'heure, je trouve que c'est un film audacieux qui propose de nouveaux enjeux, qui repart quasiment qui remet un peu toute la saga à zéro, qui ose des trucs, qui n'hésite pas à surprendre, et qui a une esthétique vachement belle qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps, je trouve, personnellement. Je pense que c'est un film qui mérite au moins d'être vu une fois, que l'on aime ou pas après, cela vous regarde. De toute façon, on n'est pas obligé d'avoir un avis universel. Mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est une expérience que l'on peut aimer faire au moins une fois. Quant à moi, bon, j'ai pas beaucoup parlé parce que comme vous avez pu le voir, j'ai eu énormément de problèmes. On laisse le dernier quart d'heure. Ouais. Des problèmes, j'ai pas remarqué. Du coup, juste bilan pour moi. Pour moi, Star Wars 8 est une valeur sûre pour toute la saga. C'est le film qui a la plus belle photographie de tous les films. Quasiment chaque plan est un plan à mettre en fond d'écran sur votre ordinateur. Non. Non. Voilà, c'est ça. Pas de bon. Rien que pour ça, on en refera un de live. C'était beau. C'était beau.